Il y a plusieurs types de personnes face à la question de l'acier en coutellerie. Il y a ceux qui n'y prêtent pas vraiment d'importance, ceux qui choisissent des aciers simples, abordables, qui sont connus et utilisés depuis longtemps, ceux qui se tournent plutôt vers les aciers haut de gamme ou vers la nouveauté, et il y a ceux qui n'y comprennent pas grand-chose. Et c'est à eux que je vais essayer de m'adresser aujourd'hui, puisque dans tous les cas, l'acier utilisé sur un couteau est devenu un enjeu majeur pour la stratégie commerciale des entreprises. Et donc l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est de faire un tour d'horizon des différentes catégories d'acier et de comparer leurs différentes propriétés afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble de ce domaine des aciers pour nos couteaux. Je vais me permettre de faire deux petites précisions avant de commencer. La première est que l'objectif d'aujourd'hui est de rester général, simple et pédagogue autant que faire se peut, et que je prévois de faire des vidéos qui seront plus spécifiques et plus détaillées sur la métallurgie à l'avenir, dans les prochaines semaines, prochains mois. Et la seconde remarque est que je base en grande partie mes connaissances sur le site Knife Steel Nerds, qui est écrit par un docteur en métallurgie qui s'appelle Larin Thomas et qui est notamment le designer de l'acier Magna Cut, par exemple, et qui a aussi rédigé plusieurs livres, dont cet excellent Knife Engineering, donc par le docteur Larin Thomas, qui est un livre assez facile à lire si on comprend l'anglais et qui est une vraie source d'informations là-dessus et qui a le mérite de faire des vraies expériences, des vraies mesures concrètes et des vraies comparaisons avant d'énoncer les vérités. Et ayant moi une formation scientifique, je lui accorde beaucoup de crédit. Avant de commencer à parler de composition d'acier, j'ai envie de faire un petit rappel sur les différents processus de fabrication, puisque c'est important de comprendre cette subtilité avant de rentrer plus en détail dans le sujet. Je vais rester très synthétique et très simplifié sur ce domaine, puisqu'il y a beaucoup de subtilités que je ne maîtrise absolument pas. Donc l'idée, c'est qu'on va énoncer des vérités générales. Donc il y a trois processus principalement qui sont utilisés en coutellerie aujourd'hui. Le plus classique et le plus abordable est ce qu'on appelle la fonderie. L'idée, c'est qu'on va prendre notre acier liquide et le faire refroidir dans un moule afin de former un lingot solide. Le refroidissement avec ce processus, il est relativement lent, ce qui va entraîner des inhomogénéités et la formation de carbures qui vont être relativement larges, ce qui va détériorer les propriétés de l'acier. Alors l'inhomogénéité, parce que ça peut créer des points de fragilité ou des points qui vont être moins inoxydables que d'autres, par exemple. Et là, avoir des carbures larges, ça va détériorer la résilience notamment et l'affûtabilité des aciers. Donc c'est plutôt quelque chose qu'on veut éviter. Le deuxième processus qu'on appelle la pulvérisation, qui est plus haut de gamme mais plus qualitatif. L'idée, c'est qu'on va prendre notre acier liquide qu'on va pulvériser avec de l'azote. Euh, et donc cet acier qui va être partiellement solide va être projeté dans un moule pour former un lingot. L'avantage, c'est que grâce à cette pulvérisation, le refroidissement va être plus rapide que la fonderie et donc on va avoir une meilleure homogénéité et la formation de carbure plus petite. Et enfin, le dernier processus, le plus haut de gamme et le plus coûteux, ce qu'on appelle la métallurgie des poudres, où on va aussi pulvériser de l'azote à haute pression sur notre acier liquide et en refroidissant, ces petites bulles qui vont être formées par cette pulvérisation vont se solidifier en une poudre de particules fines, ce qu'on appelle l'atomisation gazeuse. Cette poudre va ensuite être placée sous haute pression et à haute température pour former notre lingot solide dans un processus qui s'appelle compression isostatique à chaud, pour faire un peu placer les termes techniques. Et l'avantage, c'est que l'acier qui va être formé, il est très homogène et que la structure cristalline va être extrêmement fine. Le problème, c'est que c'est aussi le procédé le plus coûteux, puisqu'on ne peut pas avoir des gros volumes de production avec cette méthode, et c'est aussi plus coûteux en termes d'énergie et de machinerie, forcément. Je vais mettre ici une comparaison entre le même acier, un acier D2, qui va être fabriqué selon les trois différents processus. Et on peut voir que l'acier D2 classique a la plus mauvaise résilience par rapport à l'acier euh, D2 fabriqué par pulvérisation et par rapport à l'acier D2 fabriqué par la métallurgie des poudres. Maintenant que la situation est un petit peu plus claire par rapport au processus de fabrication, on va maintenant parler des différences de composition dans les aciers avec une catégorisation qui est personnelle et qui est basée principalement sur la composition des aciers, en commençant par les aciers au carbone et les aciers faiblement alliés. Alors tout d'abord un peu de définition, qu'est-ce qu'un acier au carbone? C'est un acier qui est composé de fer et de carbone, et c'est tout. On a souvent cet abus de langage de dire acier au carbone pour les aciers oxydables. Ce n'est pas vrai. Un acier au carbone, c'est un acier constitué de fer et de carbone. Aujourd'hui, ils sont principalement utilisés par
par des artisans pour faire de la forge ou pour faire des couteaux un peu plus abordables, étant des aciers très peu coûteux. Donc j'ai un exemple ici par exemple de couteau forgé, on a ces très très fameux Igo no Kami. Donc on a ici un exemple avec, vous voyez, la lame qui est forgée en acier MK5 pour celui-ci. Et on a beaucoup de couteaux d'artisans qui sont faits dans des aciers inox, acier au carbone, pardon. Et j'ai ici un exemple d'un couteau, un couteau Koyo qui est fabriqué donc en acier C130. 130 pour 1,3% de carbone, avec une magnifique trempe sélective qui a fait son temps. Ça fait très longtemps que j'ai ce couteau, donc il y a beaucoup de patine. Mais voilà, un très très beau couteau. C'est aussi très utilisé pour les lames fixes, puisque les aciers au carbone ont la propriété d'avoir une très très bonne résilience. On peut parler par exemple de Kabar qui utilise beaucoup le 1095, qui est un acier qui a 0,95% de carbone. Et on a ensuite beaucoup de couteaux anciens qui sont fabriqués avec des aciers carbone. On peut penser forcément à l'Opinel carbone, j'en ai pas sous la main malheureusement, mais j'ai un petit Duk Duk carbone qui a bien vécu. On peut voir la lame qui est très très colorée. C'est un couteau que j'ai depuis ah, ouais, 7 ou 8 ans facile, donc qui m'a beaucoup accompagné. Donc ça, c'est des couteaux qui sont très abordables, ça coûte, à l'époque, ça coûtait une vingtaine d'euros, et qui sont des aciers qui sont très agréables, notamment au niveau de l'affûtage. Ensuite, pour parler des aciers faiblement alliés, que j'ai présenté tout à l'heure, déjà, qu'est-ce que ça veut dire allié? Allié, ça veut simplement dire qu'on ajoute d'autres éléments à l'acier, donc sous-entendu en plus du fer et du carbone. Et le faiblement vient du fait que cet ajout d'autres éléments représente une très petite fraction de la composition totale de l'acier. Et donc l'idée, c'est que ce sont des petites améliorations par rapport aux aciers au carbone classiques. Dans cette catégorie, j'ai envie de citer deux aciers que je connais particulièrement. On a le Vetoku 2, qui est un acier japonais qui est utilisé par Spyderco par exemple. Et on a aussi l'Aogami Super, donc qui est aussi utilisé par Spyderco. Hop, excusez-moi, donc on voit le Super Blue Aogami, Ao ça veut dire bleu, et Gami c'est pour papier, pour des raisons que cet acier simplement était emballé dans des papiers bleus et donc il a pris le nom d'Aogami. Et donc le petit super, c'est pour l'ajout de tungstène qui va aider un petit peu la tenue de tranchant. J'ai aussi un autre exemple sur un couteau d'artisan où le cœur, donc la partie qui est noircie ici, est un Aogami super par la couderie du rat noir qui fait toujours des couteaux et surtout des manches qui sont à tomber par terre. Je vais d'ailleurs regarder ces deux couteaux pour parler des propriétés de cette catégorie d'acier. Le premier élément, c'est que ce sont des couteaux qui sont très 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 oxydables. Et je vais d'ailleurs faire un petit zoom sur mon Igo no Kami qui a pris la rouille. On peut voir ici qu'il est tacheté de petits points de rouille parce que je l'ai pas assez entretenu. Hop, voilà, on peut voir même mieux de ce côté-là. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'on voit ici une délimitation. On voit qu'il y a le cœur du couteau qui n'est pas exactement de la même couleur, puisqu'il n'y a que cette partie ici qui est en acier MK5, tandis que la partie sur le côté, les flancs sont en fer doux, donc avec très 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 peu de carbone. Et on voit que cette partie-là a plus subi l'oxydation que le tranchant, même s'il est lui aussi oxydé. Donc le problème, c'est que ce sont des aciers qui sont très très oxydables et qui vont aussi avoir une très 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 faible tenue de tranchant. L'Aogami Super est un petit peu le plus performant dans cette catégorie, mais tous les autres ont des très très faibles tenues de tranchant, mais ont l'avantage d'être extrêmement faciles à affûter. Et donc ce sont des aciers que je recommande pour tous ceux qui veulent commencer l'affûtage, en particulier des aciers comme des couteaux comme un petit Duk Duk ou un Opinel carbone qui coûte pas très cher. C'est pour moi le meilleur point de départ pour toute personne qui souhaite affûter, en particulier à la main. Il y a un point important à noter, c'est que ces aciers dépendent beaucoup du taux de carbone qu'ils ont à l'intérieur. Plus ils auront de carbone, plus ils seront durs, et moins ils en auront, plus ils seront résilients. Et donc il y a par exemple les cuisiniers japonais qui aiment avoir des couteaux très durs et qui vont favoriser des aciers avec beaucoup de carbone, tandis que des couteaux par exemple de survie comme un couteau Kabar vont préférer des aciers avec moins de carbone mais une meilleure résilience. Ensuite, comme deuxième catégorie, on va avoir ce qu'on appelle des aciers fortement alliés, c'est-à-dire qui ont beaucoup d'éléments en plus du fer et du carbone. Et en particulier, on va maintenant parler des aciers inoxydables, où on peut distinguer les aciers classiques et les aciers de la métallurgie des poudres. Ces aciers, puisqu'ils sont inoxydables, ils contiennent toujours du chrome, c'est ce qui va permettre l'inoxydabilité des aciers, dans des taux qui vont être compris entre, disons, 8 et 17-18% pour être un petit peu large, ainsi que d'autres éléments afin de contribuer à la dureté, la tenue de tranchant ou la résilience des aciers.
Cette catégorie d'acier, on la retrouve un petit peu dans tous les domaines. Ça peut être des couteaux de cuisine, des couteaux de poche, des couteaux fixes. Il n'y a pas vraiment de limitation puisqu'ils ont des propriétés qui sont assez différentes. Donc c'est assez difficile de donner une idée générale de cette catégorie. Mais je vais essayer du coup de faire des petites sous-catégories pour vous aider à y voir plus clair. On va commencer par les aciers qui ont une faible rétention de tranchant, mais une très très haute résilience. Avec les aciers Nitro V, on a par exemple ce petit CVV, le modèle beau, qui comme on le voit ici est un acier Nitro V. On a un acier qui est très très proche avec le 14C28N et je vais me permettre de présenter ce magnifique couteau d'artisan de chez M-Boule avec un manche à tomber par terre. En acier 14C28N, où on peut d'ailleurs citer aussi l'acier LC200N qui a des propriétés assez proches mais une inoxydabilité supérieure. Sachant que donc ces deux couteaux ont une tenue tranchant qui est assez faible, très bonne résilience et très très bonne inoxydabilité aussi. En opposition, on va avoir les aciers qui ont une très très bonne tenue tranchant, mais une résilience qui va être relativement faible. On peut parler tout d'abord du S90V, qui est un acier qui est assez ancien. On peut aussi parler de l'acier M390, dont, hop, il faut que je me retourne pour en trouver un. Hop, donc par exemple ce magnifique M-Custa, pardon, Giant Mouse, excusez-moi, le modèle Corta. Qui est donc un acier M390 et on pourrait aussi parler de son homonyme de chez Crucible, l'acier CPM 20CV. Donc ces aciers sont des très bons inox qui ont une très bonne tenue tranchant et une très mauvaise résilience. Un petit peu dans la même catégorie, mais issu de la métallurgie classique, on peut trouver le D2 qui est très utilisé par beaucoup de marques chinoises, qui est un acier qui se caractérise par une très très bonne tenue tranchant et une résilience assez médiocre. C'est un acier qui est à la limite d'être appelé oxydable ou inoxydable, mais je le range malgré tout dans cette catégorie par simplicité. Et ensuite, on va avoir plusieurs aciers qui vont avoir des propriétés qui vont être plus intermédiaires, une bonne tenue tranchant et une bonne résilience. On peut parler par exemple du très utilisé VG10 avec ici un couteau de chez Loïc Chopin qui est très sympa, couteau très sympa. Donc VG10 qui est un acier très intéressant et surtout pour des prix à moins de 80 euros, disons. On peut aussi citer le 154C ou le 440C que j'ai pas dans ma collection, mais qui ont des propriétés qui sont tout aussi intéressantes. Et dans cette même catégorie, pour la métallurgie des poudres, là on va retrouver pléthore d'acier. Ça va être les CPM S30V, parler d'un acier très connu. On a évidemment les aciers CPM S35VN, qui est très connu et très utilisé par les couteaux chinois. Hop, j'ai dû aller le chercher celui-ci. Donc le S35VN qui a un peu moins de tenue tranchant que le S30V mais une résilience qui est un petit peu supérieure même si ce sont des subtilités. On a aussi ce magnifique couteau en acier SG2 pour le tranchant de chez Marc George Coutellerie qui a des propriétés très proches entre ces deux aciers, entre SG2 et S35VN. Et on peut aussi par exemple citer l'acier L-Max de chez Bowler qui équipe par exemple ce magnifique Giant Mouse Rive. On pourrait aussi citer le Magna Cut dont j'ai pas de couteau à ma disposition qui est un petit peu meilleur en termes d'inoxydabilité et de résilience par rapport à ces modèles. Et ensuite dans cette catégorie on va avoir des aciers qui vont être un petit peu en dessous. On peut citer le 8CR13MOV, le 9CR18MOV ou le BD1 qui ont une tenue tranchant qui est vraiment limite et une résilience qui n'est pas extraordinaire non plus, tout en n'étant pas des aciers qui sont très inoxydables, donc c'est des aciers un petit peu en dessous par rapport aux autres que je viens de vous présenter. Et enfin, pour cette dernière catégorie, on va parler des aciers fortement alliés, mais cette fois-ci oxydables. Alors, en général, on les distingue en deux sous-catégories. La première, c'est les aciers dits outils, qui sont utilisés dans l'industrie pour faire de l'usinage de métaux, et donc qui sont caractérisés par une très bonne tenue de tranchant, basiquement une très grande dureté aussi. Et d'un autre côté, on a les aciers dits high speed en anglais, ou les aciers haute vitesse, qui sont prévus pour garder leurs propriétés à des très hautes températures. Alors, comme vous pouvez le comprendre, leur premier usage, il est industriel, mais ils sont de plus en plus utilisés en coutellerie et principalement, il faut le dire, par Spyderco. Donc les catégoriser, c'est un petit peu plus compliqué parce que ce sont des aciers qui sont beaucoup plus extrêmes, beaucoup plus marginales, mais
ça reste intéressant et j'en ai plusieurs à disposition dans ma collection, donc c'est toujours l'occasion d'en parler. Donc, ils se caractérisent par étant quasiment tout le temps des aciers oxydables. Même s'ils sont plus inoxydables que des aciers au carbone, ça reste des aciers dont il faut prendre soin et des aciers qui vont patiner assez facilement. Mais de notre côté, ils vont avoir des propriétés qui vont être plus extrêmes que les catégories précédentes. La première sous-partie de ces aciers sont ceux qui ont une très très haute tenue de tranchant, mais une résilience qui est faible. On peut parler par exemple du très récent acier CPM 15V, alors qui est récent dans son utilisation par Spyderco, pas par son année de conception. On a aussi l'acier Maxame, qui est aussi, bon, de toute façon, tous les couteaux que je vais présenter sont de Spyderco à partir de maintenant. Donc acier Maxame. Et on peut aussi citer l'acier japonais, le ZDP 189, qui équipe ici le cœur de ce modèle Calypso Junior. Donc des aciers avec les meilleures tenues de tranchant qu'on peut trouver, mais qui sont galères à affûter et qui vont s'oxyder et qui sont relativement cassants. On peut le dire, on peut aussi citer le Rex 121 qui est aussi sorti chez Spyderco, mais que j'ai pas pu me procurer. De l'autre côté, on va avoir des aciers qui vont avoir des rétentions de tranchants qui vont être relativement moyennes, voire bonnes, mais qui ont des très très hautes résiliences. Malheureusement, j'ai pas de couteau équipé de ces aciers, mais on peut citer le CPM 3V, qui est très utilisé notamment chez Benchmade, si je ne me trompe pas, et en général sur des couteaux fixes, donc pour des couteaux faits pour encaisser en fait beaucoup de chocs. Et on a aussi le modèle l'acier CPM Cruer, qui correspond à ces différentes caractéristiques, mais dont je n'ai pas aussi de modèle à vous présenter. Et enfin, la dernière sous-catégorie, disons, ça va être les aciers plus polyvalents, qui vont avoir à la fois une très bonne rétention et une bonne résilience, qui sont des aciers qui en général sont très populaires. Et on peut, dans cette catégorie, placer le CPM M4, très très connu, qui a d'ailleurs quelques taches de rouille. Je suis en train de voir, il faudra que je nettoie ça. Je peux vous montrer deux modèles en CPM M4. Un acier qui est super, très facile à affûter, qui tient son tranchant hyper longtemps et qui est d'ailleurs beaucoup utilisé dans les compétitions de coupe aux États-Unis. Et on peut aussi citer l'acier K390 qui est très populaire chez Spyderco. Et comme on peut le voir ici, voilà, pas mal de traces, parce que ce sont des aciers oxydables, comme je l'ai dit. On peut aussi citer dans cette catégorie le Vanadis 8. Maintenant, le temps de la conclusion de cette vidéo, donc comme vous l'avez compris, on peut globalement séparer les aciers en trois différentes catégories. Acier au carbone ou faiblement allié, acier fortement allié inoxydable et acier fortement allié outil ou haute vitesse. Trois différentes catégories. Pour la majorité d'entre vous, ceux qui s'intéressent au couteau pliant, c'est principalement dans la deuxième catégorie qu'il faudra vous intéresser, les aciers inoxydables. C'est plus facile d'entretien et avec les technologies modernes, on a des très très bons aciers à des prix très accessibles. Je pense au 14C28N ou VG10 par exemple, ou même le S35VN qui est accessible pour 100, 150 euros sans trop de difficultés. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à en discuter en commentaire si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, si vous avez des précisions à apporter. Si vous voulez discuter d'un acier en particulier que j'ai pas forcément évoqué dans cette vidéo, ce sera avec plaisir. C'est aussi l'avantage des petites chaînes, on peut plus facilement répondre aux questions. Et ça aura été pour moi l'occasion de présenter une bonne partie de ma collection aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé et de vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux pour rester au courant des différentes sorties. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo qui portera sur les aciers, où je vais apporter un petit peu de nuance à l'importance de la composition des aciers pour choisir tel ou tel couteau. Merci à vous d'avoir regardé. Au revoir.